Chers amis, je viens à vous aujourd'hui vous entretenir sur le royaume Congo et je m'en vais répondre à des questions lesquelles m'ont été récemment posées au détour d'une conversation avec un ami inbox juste après mon intervention dans l'émission Historama, émission présentée par Tapé Groubera sur la chaîne DZN Télévision qui venait de consacrer une émission sur les résistances politico-messianiques et animistes à l'époque de la traite négrière et à l'époque de la colonisation. Ces questions que j'ai à vous exposer sont dignes d'intérêt historique et politique. Aussi ai-je pensé à vous les proposer à l'idée que vous pourriez vous y intéresser et même y apporter votre contribution à titre d'apport à l'enrichissement des échanges auxquels je vous convie d'ores et déjà. La première question est la suivante. Comment le royaume Congo d'Antotila était-il tombé en décadence jusqu'à ne plus exister à l'arrivée des agents du roi Léopold? La deuxième question, quelles leçons tirer de cette triste histoire de la chute du royaume Congo? Il conviendrait de noter à titre de rappel que l'origine du royaume Congo remonte à un passé immémorial. Mais il y a lieu d'indiquer que ce royaume Congo existe bel et bien depuis le XIIIe et XIVe siècle avec à sa tête Nimi Alukeni. Le royaume comprend plusieurs provinces avec un gouverneur ou un prince à la tête de chacune d'elles. Le royaume est alors régi par un roi, la succession royale est assurée selon la tradition, l'investiture est sous la supervision de Nsaku Diamvunda qui légitime l'accession au pouvoir. Les gouverneurs représentants du peuple se réunissent pour choisir le successeur du roi défunt, non sans consultation populaire. Les rois doit être issu de la lignée royale, le pouvoir se transmet de père en fils, mais il y eut des exceptions à travers des guerres de succession au pouvoir royal provoquées par des intrigues des négriers portugais devenus maîtres au royaume. À la première question, celle d'expliquer comment un royaume aussi brillant finit par tomber en décadence, ma réponse est la suivante. Le royaume Congo tomba en décadence d'abord à cause de la naïveté de certains de ses dirigeants. Tenez, lorsque les émissaires du négrier portugais Diego Cao au service du Portugal arrivent en 1485 à la cour du roi Zingankuvu, ces rois et ces dignitaires croient que ces émissaires, en réalité des éclaireurs de la traite négrière, sont des Bakoulou, c'est-à-dire des ancêtres morts revenus à la vie pour le bien du royaume. Ils acceptent vite leurs courbettes, leurs cadeaux, les installent dans le royaume, concluent une amitié et font venir des caravanes de Portugais composées de prêtres catholiques, d'ouvriers et de paysans, dont notamment des aventuriers, voire des repris de justice. On notera que bien avant l'arrivée de ces Portugais au royaume Congo, la traite négrière bat déjà son plein dans le golfe du Bénin, au port tristement célèbre d'Elmina, au Ghana, et sur le littoral de la Guinée. L'île de Sao Tomé sert depuis d'une plaque tournante. Ce sont donc des négriers aux intentions insoupçonnées et insoupçonnables qui arrivent au royaume Congo sous les manteaux d'amis qui, profitant de la naïveté du roi et de ses dignitaires, réussissent à entrer au royaume Congo comme loups dans la bergerie. La deuxième cause de la chute du royaume Congo, à part la naïveté, c'est la conversion précipitée, plutôt inconsidérée, à la religion des négriers portugais. Dès leur établissement, les négriers venus pour la traite négrière ne tarderont pas à mettre en œuvre leur politique de conquête. Ils en implantent dans un premier temps les dispositifs, créent le climat et donnent lieu à des circonstances favorables à l'évangélisation, l'éducation et le commerce. Une relation
que l'on croirait apparemment positive, mais conduisant subrepticement à la pratique de la traite négrière. Le roi Zinga Nkuvu est converti au christianisme sous le nom de João Ier par déférence au roi du Portugal et sa femme devient Eleanora. Son fils Zinga Bemba, le prince, est lui aussi converti au christianisme sous le nom d'Alfonso Ier. Les rois et ses dignitaires convertis au christianisme doivent brutalement, au nom de la nouvelle foi, mettre fin à la polygamie, répudier leurs femmes pour n'en garder qu'une, brûler des fétiches, brûler des statues, rejeter la pratique de l'animisme d'offrande aux ancêtres partis de l'autre côté. Les rois et ses dignitaires ainsi que ces sujets convertis rejettent donc les pratiques ancestrales d'une longue tradition en faveur d'une religion importée. À la mort du roi Zinga Nkuvu, alias João Ier, c'est son fils, sous le nom d'Alfonso Ier, qui lui succède et monte sur le trône. Le fils d'Alfonso Ier sera envoyé au Portugal et sera fait prêtre puis évêque avec dispense d'âge, c'est-à-dire qu'il devient prêtre et évêque sans avoir atteint l'âge nécessaire. C'est au fond un privilège papal destiné à attirer la sympathie du roi, parvenir à orienter les affaires du royaume, à influencer le pouvoir royal en faveur du Portugal et de la traite négrière. Il n'y a pas que le membre de la famille royale pour gagner ces privilèges d'études à l'étranger, précisément au Portugal. Les enfants des dignitaires en sont également bénéficiaires. Les frais d'études sont payants avec des coquillages nzimbu en Kikongo, lesquels servent alors de monnaie. Mais sans plus tarder, le Portugal propose que le coquillage soit remplacé par les esclaves. Ainsi débute la traite négrière. Les premiers esclaves sont livrés, pris à payer pour accéder à la nouvelle civilisation importée. Pour anticiper une éventuelle opposition, le Portugais rassure, calme les inquiétudes, prétendant que la traite négrière ne pourrait durer longtemps ni toucher la famille royale et celle de ses dignitaires. C'est ainsi que le négrier parvient non seulement à introduire la traite négrière par la création de nouveaux besoins, mais il distille le tribalisme qui réserve privilèges et avantages au roi et à sa cour et les lourds tributs à payer pour les gens du peuple. Pour satisfaire les nouveaux besoins et accéder à la nouvelle civilisation présentée comme lieu du pouvoir et de la gloire, c'est les gens du peuple qui en payent le prix fort. C'est parmi eux que les esclaves doivent être trouvés et capturés pour servir de frais d'études pour les enfants du roi et de ses dignitaires. Et les autres sujets sont attirés par des produits de pacotille et ils échangent les esclaves pour obtenir le sucre, le sel, la broderie et autres marchandises en provenance du Portugal, produits à consommer mais également destinés au commerce étant donné que le produit des pacotilles sont devenus par la traite négrière le produit de consommation le plus prisé. Voilà qui va amener à la chasse à l'homme et à la capture des esclaves. Ce sera par des guerres fratricides entre le converti et le Congolais resté fidèle à la tradition Congo, notamment par des guerres de succession au pouvoir royal. C'est principalement ces conflits entre les chrétiens et les païens sujets Congo réfractaires au christianisme, c'est ces conflits, disais-je, qui va entraîner le royaume dans des guerres fratricides favorables à la traite négrière et à sa disparition pour finir. Les négriers portugais soutiennent, voire imposent au pouvoir royal leurs complices et leur donnent des armes pour vaincre le concurrent fidèle à la tradition et leur permettre ainsi de régner selon la loi du plus fort. Et cette loi du plus fort, c'est la loi des négriers portugais.
Il s'ajoute d'autres causes qu'il faille connaître, notamment la perte de souveraineté, la rupture de l'unité et l'ingérence extérieure dans les affaires du royaume. Par intrigue, le négrier fournissent des armes aux belligérants des deux côtés et obtiennent en contrepartie des prisonniers de guerre des deux camps qui sont tous par la suite réduits en esclavage. Certains historiens pensent que l'esclavage existe au royaume Congo bien avant l'arrivée des négriers portugais, mais dans une moindre ampleur, il s'agit, paraît-il, d'esclavage domestique. Et on peut considérer à ce stade que la traite négrière à cette époque profite à certains dirigeants du royaume. Mais lorsque le roi Joao Ier se rend compte des effets néfastes de cette traite négrière, c'était déjà bien tard. Le ver était déjà dans les fruits. Ces suppliques envoyées au roi portugais et au pape ne recevront aucune suite. Le royaume tombera en décadence en 1665 avec la guerre d'Anguilla. Ainsi pourrais-je souligner pour conclure que les causes de la chute du royaume Congo fut la naïveté, l'aliénation mentale, le rejet de la tradition, la soif de pouvoir, avidité de gloire, la complicité, la trahison, la rupture de l'unité nationale, l'ingérence extérieure pour la domination, la perte de souveraineté, des guerres planifiées pour la traite négrière. Ce sont presque les mêmes causes de la situation que connaît le Congo et la plupart des pays africains depuis les indépendances. Avons-nous tiré les leçons du passé? C'est là la deuxième question posée au début de l'exposé. La réponse est non. Et pourquoi? Ma réponse est la suivante. Parce que nous ne nous engageons pas à étudier l'histoire comme il faut pour nous laisser emporter, dans la plupart des cas, dans des nostalgies et dans l'idéalisation du passé. Et je m'aperçois que le négrier portugais n'aurait pas pu parvenir à conquérir, à dominer jusqu'à détruire le royaume Congo s'il n'y avait pas des germes de faiblesse chez les rois et leurs sujets de l'époque, chose que la plupart d'entre nous ont difficile à imaginer à cause justement de la nostalgie et l'idéalisation du passé. Ces germes de faiblesse existent malheureusement au Congo depuis son indépendance et il faut savoir les extirper. Il faut, et je ne le dirai pas assez, étudier l'histoire sans complaisance pour savoir en tirer des leçons et non pour satisfaire la nostalgie ou se complaire à se farcir la mémoire avec des dates, avec des événements, comme c'est souvent le cas. Prochainement, je reviendrai vers vous pour parler du combat héroïque de Nkimpa Mvita Dona Beatrice ou Jeanne d'Arc du Congo, de Mafuta Apollonia Mfumaria et aussi de Francisco Cassole. Au revoir et à très bientôt.